Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Chelsea. Je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que c'est un club qui subit beaucoup de préjugés. En soi, c'est vrai que lorsque Todd Boehly est arrivé, il y a eu quand même beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas forcément, dont notamment des centaines et des centaines de millions d'euros injectés pour des joueurs même pas confirmés et des jeunes joueurs qui n'étaient pas non plus si prometteurs que cela. Donc il y a eu quand même un dérèglement au niveau des marchés des transferts causés par les Blues et en soi, c'est tout ce qu'on n'aime pas dans le football. Des investisseurs qui sont milliardaires et qui vont investir énormément d'argent, mais pas pour les bonnes raisons. Et donc, par rapport à ça, on ne comprenait pas leur projet. Je trouve qu'il était quand même assez flou et aujourd'hui, plus le temps passe et plus il s'éclaircit. Parce que quand on regarde en soi, il y a eu beaucoup de jeunes joueurs recrutés. Déjà, dans un premier temps, quand tu recrutes autant de joueurs, ça déséquilibre totalement l'effectif, donc c'est difficile d'avoir des repères entre les joueurs. Et puis par la suite, quand tu recrutes des jeunes, plus le temps passe, plus ils vont s'aguerrir et plus ils vont devenir forts, tout simplement. Par rapport à ça, on va analyser la situation. Déjà, quand on regarde en termes de chiffres, ils sont actuellement 3e de Première Ligue. Et ça, c'est quand même une très bonne performance. Ils sont à 19 points. Maintenant, attention, on parle quand même de la Première Ligue. Et regardez par exemple, Aston Villa est 9e au classement et ils ont tout de même 18 points. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un seul point d'écart entre Chelsea qui est 3e et Aston Villa qui est 9e. Donc, un faux pas et tu peux tout de suite être limite proche de sortir du top 10. Donc ça, il faut le prendre en compte. En soi, être 3e de Première Ligue au mois de novembre, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut à tout prix valoriser, mais c'est toujours une bonne chose parce que Chelsea a eu des crises de résultats depuis un petit temps. Là, actuellement, ça va mieux, ça leur donne de la confiance et ça donne du crédit au projet. La première chose que j'aimerais dire, c'est que Enzo Maresca fait pour l'instant du bon travail. Et on va être honnête, ce n'est pas quelque chose de simple. Être le coach de Chelsea, c'est difficile parce qu'il y a énormément de joueurs de très bonne qualité et beaucoup que tu devras mettre sur le banc et considérer comme des joueurs de second plan alors qu'ils seraient titulaires dans pas mal de gros clubs européens. Ça, il faut le prendre en compte. Donc déjà, il faut gérer les égos dans le vestiaire. C'est la première des tâches. Et puis, en soi, quand tu arrives à Chelsea, dans cette équipe-là qui a eu énormément de recrues en très peu de temps, ça fait que tu n'as pas beaucoup de repères. Tu ne sais pas forcément sur quoi t'appuyer. Et par rapport à ça, c'est très difficile de construire ton jeu autour d'une équipe qui n'a pas beaucoup de repères. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, en tout cas jusqu'à présent. On voit quand même beaucoup de progrès. Ce que j'aimerais dire au niveau de son jeu proposé, c'est qu'il y a une certaine continuité avec ce que faisait Mauricio Pochettino. Parce qu'en soi, Pochettino, il a été beaucoup critiqué, mais il y a une chose que j'ai appréciée lorsqu'il était à Chelsea, c'est que son style de jeu était quand même très plaisant à regarder et il y avait beaucoup de cohérence. On a vu une équipe hyper dynamique qui se projetait beaucoup vers l'avant et en soi, je trouvais qu'il y avait un gros manque de réussite. Je trouvais que c'était une équipe quand même qui, dès qu'ils avaient un temps faible, pouvait encaisser beaucoup de buts. Et ça, c'était normal, parce que c'était une équipe très jeune, une équipe, comme je le dis encore une fois, qui avait très peu de repères. Et ça, Enzo Maresca, il a bien compris. Donc, il n'a pas voulu tout chambouler, il a voulu continuer là-dessus, mais en étant beaucoup plus strict par rapport notamment à ses choix de joueurs. On voit très clairement qu'il n'a pas de mal à mettre des joueurs quand même qui sont très fortement valorisés sur le banc. Par exemple, Enzo Fernandez a été recruté pour 120 millions d'euros, mais s'il décide de ne pas le faire jouer, il ne le fait pas jouer. Modric, recruté pour 100 millions d'euros, il l'écarte complètement parce qu'il estime qu'il y a des meilleurs joueurs que lui et qui peuvent faire de meilleures choses sur le terrain aussi. Et ça, c'est très important. Il faut un coach comme ça avec la personnalité qui arrive à équilibrer les choses, ce qui va donner plus de confiance aux joueurs qui seront sur le terrain, et ça, il arrive à le faire. Et puis par rapport au jeu, comme je le dis, il y a une certaine continuité, donc on voit encore une fois une équipe hyper dynamique qui se projette beaucoup vers l'avant, et ça correspond aussi aux qualités de l'effectif. Maintenant, justement, on va parler un petit peu des joueurs. Pour moi, la meilleure qualité de cette équipe, c'est l'attaque, évidemment. Parce que déjà, d'un point de vue individuel, ils ont des joueurs quand même très performants. Le premier, c'est Cole Palmer. Comment ne pas parler de lui? Je vais être très clair avec vous. C'est rare quand même que je dise des mots forts comme ça sur des joueurs, mais selon moi, Cole Palmer, cette saison, et depuis quelques mois déjà, même la saison passée, on peut la prendre en entier, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde dans un domaine précis, celui de faire des différences individuelles. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans les top clubs qui font autant de différences individuelles que Cole Palmer. Ça ne veut pas dire que c'est en soi lui le meilleur joueur au monde, mais dans ce domaine-là, vraiment, il performe énormément. Alors on pourrait dire que c'est parce que Chelsea n'est pas encore très bien structuré et donc il a beaucoup de place pour s'exprimer. C'est possible. C'est vrai que si par exemple il retourne à Manchester City, il ne pourra pas non plus autant prendre le jeu à son compte.
C'est évident que ça joue énormément, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait énormément de bien à cette équipe-là, que ce soit à la création ou à la finition. Il est au début et à la fin des actions. Et aujourd'hui, on voit très peu de joueurs être autant différentiels dans leur équipe. Donc, c'est un vrai régal de le voir jouer. C'est un pur joueur de football qui a énormément de talent et qui le met au service de son équipe. S'il doit faire la passe, il va faire la passe. S'il doit tirer, il va tirer, mais toujours pour que son équipe puisse gagner. Ça, c'est important. Alors qu'il pourrait jouer uniquement pour lui et briller énormément, mais il ne pense pas que à cela. Donc vraiment, ça c'est une bonne chose. En plus de ça, pour moi, c'est un leader offensif parce qu'il a une grosse personnalité. Il n'hésite pas à prendre des penalties. Il les marque quasiment tout le temps. Ça, c'est quand même une très grande qualité chez lui. Et puis globalement, c'est un joueur quand même qui assume dans les grandes rencontres aussi. Il est souvent décisif. Ensuite, quand on regarde autour de lui, ça commence à prendre forme. Déjà, Madueke sur l'aile droite, pour moi, il s'impose et ça devient un joueur quand même de plus en plus fiable. Il faudra encore qu'il confirme sur le temps, mais pour l'instant, ce qu'il fait, pour moi, c'est très intéressant. Il marque de plus en plus de buts, mais en dehors de ça, on voit que généralement, il fait quand même ses différences sur le côté. C'est une bonne chose. Pour moi, c'est pas un top joueur, mais c'est un très bon ailier et il te faut quand même des joueurs comme ça à Chelsea qui gagnent leur place. Parce qu'il y a notamment tellement de joueurs en attaque que des fois, c'est difficile. Si jamais tu partages le temps de jeu entre deux joueurs à un poste, ça fait qu'il y en a pas un des deux qui va sortir le meilleur de soi-même. Et Madueke, en tout cas, lui, ce n'est pas le meilleur forcément au monde, loin de là, mais il sort le meilleur de lui-même, il est encore jeune, il peut encore progresser aussi. Ensuite, Nicolas Jackson. C'est le numéro 9 qui a été énormément critiqué, énormément moqué aussi par rapport à sa finition et on trouvait quand même qu'il ratait beaucoup trop l'occasion. En soi, c'est vrai, il a quand même eu beaucoup de gâchis. Je trouve qu'il a déjà progressé en termes de finition, mais je trouve surtout que dans le jeu, il apporte énormément. Il a un jeu dos au but quand même qui est hyper intéressant et qui va sublimer ses coéquipiers et puis une très bonne prise de profondeur. Et quand on voit la qualité de passe de Cole Palmer, bah ça facilite beaucoup les choses. Je pense que Nico Jackson n'est pas non plus lui aussi un grand attaquant, mais il arrive tout simplement à donner plus de sens à cette équipe-là. Comme Madueke aussi, avec des profils hyper pertinents et qui matchent bien les uns avec les autres. Je trouve que Palmer a de la chance aussi d'être entouré comme ça d'un ailier différentiel sur le côté comme Madueke et d'un numéro 9 qui propose autant. Parce qu'il propose tellement que des fois il va créer de l'espace pour ses coéquipiers ou bien créer des solutions pour ses coéquipiers qui ont le ballon. Donc c'est une bonne chose. Et puis il y a quelques autres joueurs aussi intéressants. Par exemple, Pedro Neto ne s'est pas encore vraiment imposé, mais pour moi c'est un joueur quand même très intéressant, très fort. Et il a marqué un super but aussi il n'y a pas longtemps face à Arsenal. Mais globalement, vraiment, c'est un joueur pour moi qui a beaucoup de potentiel. Et puis un joueur comme Nkunku qui est revenu de pas mal de blessures compliquées pour lui, mais on sait très bien qu'il a quand même beaucoup de talent. D'autres joueurs comme Jadon Sancho, comme Joao Félix pour faire des différences, eux c'est plus des jokers on va dire parce qu'ils sont pas très réguliers, mais globalement il y a quand même beaucoup de qualité. Et puis quand tu regardes au milieu de terrain, enfin Chelsea trouve de l'équilibre avec un tandem qui marche très très bien. Le premier joueur à mentionner c'est Moises Caicedo qui commence vraiment à retrouver son niveau et à enfin continuer sa progression. C'est une très très bonne nouvelle parce que depuis qu'il était arrivé à Chelsea, ça n'allait pas du tout en termes de confiance et en termes de production sur le terrain, c'était beaucoup trop faible. Aujourd'hui, vraiment, c'est un joueur qui arrive à équilibrer le jeu de Chelsea parce qu'il récupère énormément de ballons et lorsqu'il le récupère, il arrive à fluidifier le jeu de son équipe. Donc ça, c'est très important, c'est primordial parce que tu peux avoir une excellente attaque. Si tu n'as pas ce milieu de terrain-là, régulateur, qui va permettre à faire le lien entre la défense et l'attaque, eh ben, il ne peut pas se passer grand-chose. Tu ne peux pas forcément être compétitif. Et grâce à lui, ça peut être possible. À ses côtés, il y a Romeo Lavia. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que c'est un joueur que j'apprécie énormément. J'avais fait une vidéo sur lui, je pense, l'année passée. Et je disais que pour moi, c'est l'un des joueurs les plus talentueux au monde au poste de numéro 6. Après, évidemment, l'environnement va beaucoup jouer. Est-ce que Chelsea va vraiment redevenir compétitif ou non? Est-ce qu'il va continuer à avoir un rôle important ou non? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son potentiel et son talent est énorme. Vraiment, ce qu'il fait balle au pied pour sortir de la pression, pour orienter le jeu, c'est très très fort, même à la récupération. Et c'est tout avec un QI foot quand même très développé. On voit qu'il a une très bonne lecture de jeu et arrive à ratisser des ballons de manière très propre. Et ça, j'apprécie énormément. Pour moi, il a un grand avenir. Maintenant, tout dépend de son environnement, encore une fois. Par contre, au plus on descend sur le terrain, au plus ça devient compliqué en défense. Déjà, au niveau des latéraux, en soi, ça va encore. Il y a un joueur comme Cucurella qui a fait un très bel Euro, qui s'est relancé dans sa carrière. Et on voit qu'à Chelsea, quand même, ça va beaucoup mieux pour lui, même s'il a eu une petite blessure. Malo Gusto, pour moi, c'est un joueur qui est très sous-coté. Je trouve qu'on en parle très peu, mais c'est un Français quand même qui monte en puissance, qui fait de très belles choses. À chaque fois que je le vois jouer, je le trouve très intéressant physiquement. Il a un gros volume de jeu, bonne qualité de centre, il défend bien, il est très combatif. C'est pas non plus le meilleur, mais franchement, c'est un très bon latéral de première ligue, je trouve. Et puis, Reece James, lui, a enchaîné énormément de blessures, mais quand il est présent, on sait tous que c'est l'un des meilleurs latérales au monde. Après, bon, le problème, c'est qu'il s'est trop blessé ces derniers temps.
Et puis par contre là, le triangle défensif entre le gardien et les défenseurs centraux, là c'est plus compliqué. En soi, il y a de la qualité, hein. Par exemple, Fofana pour moi, c'est un très bon défenseur. Maintenant, lui aussi, il a connu trop de blessures. Colwill pour moi, c'est un gros prospect, mais il a besoin d'être accompagné par un leader. Et justement, c'est ce qui manque à cette défense centrale. Il manque un véritable leader. Thiago Silva en était un, mais il était en fin de carrière. Là, il faut un jeune défenseur vraiment qui prend ce rôle de leader là et qui amène Chelsea à un autre niveau. Parce que pour moi, c'est ça leur véritable lacune. Même leur gardien, pour moi, Robert Sanchez n'est pas vraiment fiable et c'est un véritable problème. Et ça fait qu'encore une fois, Chelsea, lorsqu'ils ont un temps faible, ils ont quand même tendance à encaisser des buts assez rapidement et ça gâche tout le bon travail qu'ils ont fait en termes de création de jeu et en termes de finition. Si jamais leur défense est aussi fébrile, ils ne pourront pas être assez compétitifs pour aller chercher des titres. C'est aussi simple que ça. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas une attache particulière avec ce club. Je ne suis pas forcément fan de Chelsea, très loin de là. Mais en tout cas, ces derniers mois, c'est l'une des équipes qui me fait le plus kiffer quand je regarde leurs matchs parce que je trouve que c'est hyper dynamique. Il y a beaucoup d'occasions qui sont quand même générées. C'est un football hyper offensif. Ils mettent une grosse intensité à chaque fois et je trouve que c'est beau à regarder. Et puis je trouve aussi qu'en termes d'individualité, il y a quand même des joueurs qui sont impressionnants. Comme je l'ai dit au milieu de terrain et notamment Cole Palmer aussi, qui est l'un des joueurs les plus agréables à regarder. Donc je vous conseille, si jamais vous ne le faites pas, de regarder leur match. Maintenant, par rapport à ça, je ne pense pas non plus qu'ils sont déjà prêts pour être hyper compétitifs, pour aller titiller les plus gros de Première Ligue. En soi, cette saison, il y a quand même pas mal de place avec Manchester City qui a enchaîné 4 défaites de suite, avec Arsenal aussi qui fait beaucoup de contre-performances. Maintenant, voilà, je les imagine pas du tout non plus jouer le titre. Je les imagine bien jouer le top 4. C'est déjà une très bonne chose pour eux de revenir dans le top 4, se qualifier en Ligue des Champions. Et puis, par contre, ils devraient gagner la Conference League. Là, je pense quand même qu'ils sont capables de le faire. Et par la suite, je pense qu'ils doivent tout simplement être patients. C'est quand même un club qui a fait beaucoup de chamboulements. Et par rapport à tout ça, il faut qu'ils soient patients. Il faut qu'ils laissent les jeunes joueurs continuent à progresser. Le coach, il faut qu'il continue à mettre ses idées en place. Et avec le temps, je pense qu'ils pourront faire de très belles choses. On a vu qu'ils ont signé des contrats à très long terme par rapport à leurs joueurs. Donc je pense qu'ils vont réussir à les conserver. Et par rapport à ça, s'ils arrivent à le faire, il y a un projet pour moi. S'ils sont patients, s'ils arrivent à faire les ajustements, par exemple recruter un meilleur gardien, recruter un défenseur, comme je l'ai dit, qui est un leader, et quelques autres joueurs pour gonfler l'effectif, mais de bonnes prises à chaque fois, hein, pas non plus des prises excessives. Et pourquoi pas, par exemple, nettoyer un petit peu l'effectif en excluant quelques joueurs, en tout cas en les vendant. Ça, je pense que ce serait une bonne chose parce que c'est un petit peu le bordel aussi encore à ce niveau-là. Mais globalement, il y a vraiment de la matière. Il y a de quoi faire. C'est une équipe très moderne, très développée. Et par rapport à ça, pour moi, il y a un bel avenir. Et puis n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui se sont prêtés dans d'autres clubs et qui vont revenir des gros prospects. Par exemple, Estevao Willian, qui est l'un des joueurs les plus talentueux au Brésil. On parle de lui comme étant le nouveau Neymar. Après, bon, on le dit assez souvent, mais je pense vraiment que ce joueur-là a un très gros potentiel. J'ai hâte de voir quand il va venir à Chelsea. Et puis, il y en a d'autres aussi. Il faudra gérer tout ça, mais en tout cas, il y a de la matière. Il y a de quoi faire. Et je ne sais pas s'ils vont réussir à éclaircir encore plus leur projet et à être encore plus compétitifs à l'avenir. Mais en tout cas, il y a de bonnes perspectives à avoir avec ce club-là. Je laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.